Solidaircast, la première émission sur le numérique accessible à tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Solidaircast, la première émission accessible sur le numérique accessible à tous. Émission proposée par le service accompagnement, la vie associative et de médiation numérique du Conseil général des Deux-Sèvres. Je suis Mickaël, je serai votre hôte pendant une heure, mais comme d'habitude, je ne suis pas seul à animer cette émission. Aujourd'hui, je suis accompagné de Ghislain. Salut Ghislain. Salut Mickaël. De Laetitia. Salut Laetitia. De Christophe, salut Christophe. Bonjour tout le monde. Et de Dirk, salut Dirk. Salut Mickaël. Et comme d'habitude, c'est Nicole à la regie. On fait un petit coucou à Nicole. Bonjour Nicole. Et aujourd'hui, on te voit parce qu'on a droit à la vidéo. Et donc cette semaine, on va reprendre un petit peu le même concept que le mois dernier, puisqu'on va parler d'un sujet dont on parle beaucoup, notamment à cause de ces problèmes liés à la vie privée. C'est Google. Et cette semaine, on va parler comment se passer de Google et de tous ces outils. Voilà. Donc Google, tout le monde connaît le Google un petit peu, le fameux site de recherche que énormément de gens utilisent. J'imagine que autour de cette table, beaucoup utilisent également cet outil. Beaucoup, Ouais, beaucoup, 10-15 ans. Ouais. Voilà. Ouais. Malheureusement tous les jours. Tous les jours, bah oui. D'où l'expression, on va demander à ton ami Google. Voilà. Alors il faut savoir que Google, ça existe quand même, donc, comme tu le disais, depuis 10-15 ans. Alors on va commencer cette émission avec un petit récapitulatif de l'histoire de Google en quelques dates. Alors Google, c'est un projet quand même qui a débuté en 1995 par deux personnes du nom de Larry Page et de Sergey Brin. J'ai même appris leur nom en préparant ce dossier. Je ne connaissais pas du tout ce nom-là. Non. Et est-ce que vous savez d'où vient le nom Google ? Oui. C'est les chiffres Google, c'est 1 milliard, non mais vachement grand. C'est ça, voilà. C'est 10 puissance 100. Voilà, 1 avec 100 zéros derrière. Voilà, et il faut savoir d'ailleurs qu'une petite anecdote, Google a même imaginé un chiffre qu'ils ont appelé le 10 puissance Gogol. Oula, ça fait beaucoup ça. Ça fait beaucoup, qu'ils ont d'ailleurs nommé le Googleplex. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le Googleplex ? Moi, ça me parle. Ça vous parle déjà un petit peu ? C'est quoi le Googleplex ? C'est les bâtiments de Google en fait. Tout simplement, voilà. Le QG. Le QG. Le voilà. QG Dans quelle ville déjà C'est Silicon Valley. Je vais dire Mountain View, non ? Oui, c'est ça. Mountain View. Ouais. Voilà. Alors, on continue rapidement donc, avec une autre date, le 15 septembre 1997. Est-ce que vous savez ce que c'est cette date chez Google ? Dire qu'il triche, je le dénonce tout de suite. Ah Il a bravo, la page voilà. Wikipédia de Google Je joue même pas sous le les jeu. yeux. Alors le 15 septembre 97, c'est le dépôt du nom de domaine google.com, qu'on utilise encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, ensuite 1998, on avance d'une année, le site est encore en bêta, mais il compte 10 000 requêtes par jour, donc ce qui est déjà pas mal pour un moteur de recherche en bêta, surtout à l'époque, en 98, il n'y avait pas encore beaucoup de gros moteurs de recherche, je pense notamment à Alta Vista. Yahoo, Alta Vista était déjà là, je crois, il y avait Yahoo aussi, oui, c'était même 95 déjà, je crois. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Une année plus tard, Google est classé dans les 100 meilleurs sites du monde par le magazine PC Impact. Et l'année d'après, on passe à 500 000 requêtes par jour, déjà au mois de février. Et au mois d'août, on monte jusqu'à 3 millions de requêtes par jour. Voilà, donc on commence déjà à voir l'imposante puissance de Google. Juin 2000, c'est le premier moteur à référencer 1 milliard de pages. C'est pas mal. Octobre 2000, un partenariat avec Yahoo est signé et Google commence à proposer de la pub ciblée en fonction des mots-clés. Voilà, le calvaire qu'on a un petit peu. La machine était en route. Voilà, la machine était déjà en route en 2000, quand même. Toujours en 2000, la Google Toolbar, moi-même j'ai utilisé à l'époque, est apparue. Ouais. Donc moi je l'aimais bien à l'époque parce qu'il bloquait les fenêtres de pub, les pop-up de pub. Voilà, il permettait également il y avait un petit outil de recherche intégré dedans, on pouvait faire une recherche à partir de n'importe quel site. Ouais, sans forcément aller sur la page d'accueil du moteur de recherche. Tout à fait, ouais. Ouais, on n'avait pas encore les petits widgets qu'on a aujourd'hui sur les... directement dans les navigateurs. Exactement.
Et en mars 2001, Eric Schmidt de Novell est appelé pour prendre la direction de la boîte. Voilà, donc on va commencer maintenant d'autres dates, mais là plus pour les services qu'on connaît aujourd'hui. On va commencer en 2002 avec le service AdWords. Est-ce que vous savez ce que c'est AdWords ? Je crois que c'est la publicité par mots-clés justement. Enfin, c'est des mots-clés que tu achètes ou des. C'est de la pub en fait. Pub, voilà, c'est que la tu pub achètes. que tu achètes, voilà, pareil, tu es rémunéré selon le nombre de clics que tu cliquais justement sur cette bannière de pub. En 2004, bien avant Google+, Google essayait de raccrocher un peu le domaine des réseaux sociaux Orkut. avec Orkut. Un flop. Hein. Ouais, apparemment, oui. Bah, Un gros flop. C'est pas ce qui est utilisé au Brésil, ça Voilà, c'est les- Ouais, Orkut Si, en Brésil et en Inde. Il me semblait Ouais. que ça avait marché en Inde aussi. Et c'est là où Facebook faisait flop, hein, parce que c'est Orkut qui Voilà, a ouais, bien ils avaient en- domination, voilà. voilà. Ouais, là-bas. Il faut savoir que Google a continué un petit peu après, c'est dans le domaine des réseaux sociaux. On peut citer en vrac Google Wave en 2009, Google Buzz en 2010 et aujourd'hui Google Plus en 2011. Voilà. Et toujours vivant, malgré ce qu'on peut dire. Ce n'est pas Non. un désert, ce n'est pas Arizona Dream. On Ouais. rencontre encore un petit peu de monde dessus. Bah, plein même. Le 1er avril 2004, ce n'était pas un poisson d'avril, mais Google a développé Google Mail. Donc le Gmail, pardon, le Gmail. Gmail, hein. 2004, 1er avril 2004. Yes. Et on en a une que maintenant, nous On a une adresse que maintenant C'est parce que tu aurais pu l'ouvrir avant. Toujours la même année, entrée en bourse de Google le 18 août 2004 et le rachat de Picasa la même année. Donc Picasa, le fameux logiciel qui permet de classer ses photos et de faire quelques petites retouches que beaucoup de personnes utilisent encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a en 2006, enfin bon, de 2 ans en avant, apparition de Google Maps et de Google Earth. Google Earth qui était quand même un produit d'une autre boîte qui a été rachetée en 2004. La boîte en question s'appelait Keyrol. Et également, alors un gros rachat, le rachat de YouTube. Également en 2006. On avait oublié tout ça, oui. Voilà. Encore un rachat d'ailleurs, toujours la même année, le rachat de Writely qui a permis d'aboutir à la suite bureautique et de stockage Google Docs, Google Drive aujourd'hui. Voilà. Toujours la même année, alors 2006 c'était quand même une grosse année pour Google en matière de services. Il y a eu Google Finance, Google Agenda, Google Apps, Google Livres. 2007, apparition de Street View sur Google Maps. Donc qui permet de voir, de se balader dans ces Dans la rues rue directement, voilà, à Dans la partir rue. de photos qui ont été faites par la Google Car, hein, toujours des Google quelque chose, des Google Think on pourrait dire. Fin 2007, apparition de la première version d'Android. Donc le fameux système d'exploitation sur les appareils mobiles basé sur le noyau Linux. 2008, Google permet ses utilisateurs de créer des sites internet grâce au service Google Sites. Et également la même année, la première version de Google Chrome, qui a été mise en ligne le 1er septembre 2008. Donc le navigateur. Le navigateur web, tout à fait. Et on va finir avec une dernière date, le 5 janvier 2010, le premier netbook Google sous Chrome OS et l'apparition du Nexus One. Donc le premier téléphone sous la marque Google, mais qui a été fabriqué par HTC. Je voulais juste rajouter encore, en Vas-y, Dirk. 2013, Google a acheté aussi Boston Dynamics, les fameuses usines qui construisent des robots pour les militaires. C'est un robot qui semble un chien, qui peut se déplacer à toute vitesse partout, comme dans certains films, on peut voir ça. Ils ont construit un robot, Boston Dynamics, et Google a acheté directement pour faire des armes. D'accord. Voilà. Ok, donc merci pour cette précision. On dit souvent que Google est partout et Google est l'Internet. Alors Ghislain, toi tu me parles souvent des câbles, Oui. des câbles subatlantiques déposés par Google. En fait, Internet, pour relier les continents, finalement, il faut mettre des câbles sous-marins. Mhm. Et Google, mais c'est pas les seuls, il y a Facebook aussi, donc ont mis leur propre câble, ce qui fait que Internet, donc finalement, ça devient eux. Un GoogleNet. Voilà, c'est le GoogleNet, voilà. Voilà, donc fabriqué par les grosses boîtes de l'Internet. Voilà, c'est ça. Donc Donc en fait, tout le trafic qui passe dessus, voilà, ça passe par les gros serveurs de Google et d'autres. Donc ce qui permet, quand on parle effectivement de tout ce qui est surveillance, c'est beaucoup plus simple pour la NSA notamment d'aller récupérer des informations, il y a du vu monde. que ça passe par Google. Et que, Tout à fait. Mais ça aussi. Surveillé par la NSA Tu ne savais pas Un petit chouïa. Alors moi, je repense à quelque chose parce que c'est vrai qu'on voit toutes ces applications, enfin
tous ces programmes que Google a pu développer, on se dit mais comment ils ont pu faire pour développer tout ça? Il faut savoir que les personnes qui travaillent chez Google ont 20% de leur temps de travail c'est eux qui décident de ce qu'ils en font. Ils le mettent à profit d'un projet et tous ces projets finalement une fois qu'ils aboutissent peuvent intégrer la grosse machine Google. D'accord, donc ça c'est bien. C'est dans leur contrat de travail. Gmail est basé sur ça. Gmail, c'est un projet, des bases. Quelqu'un chez Google, il a développé ça dans son petit coin pendant ses 20% de temps de travail. Et tout le monde est super content. Et maintenant, Gmail, il est partout. Et est-ce que je peux faire de la gymnastique volontaire pour Google pendant 20 heures par semaine? Ou est-ce que ça peut intégrer après un futur service Google Gym? Et qui sait Google Sport. Tu mets ta vidéo Google sur Fitness, YouTube et tu la publies. J'ai lu ça aussi. Vous connaissez le slogan de Google? Don't be evil. Ouais. Don't be evil. Ouais. Sois pas méchant. Ne soyez pas malveillant. Ouais. Voilà, c'est une petite anecdote, je trouve ça assez amusant. On vous laisse méditer dessus, chers auditeurs. Et donc voilà, donc nous allons maintenant vous présenter quand même quelques alternatives à Google, parce que vous voyez quand même que Google domine énormément le web, mais on peut se passer de Google tous les jours. Bon, évidemment, ça va pas être forcément facile. Il va falloir sûrement faire une autre gymnastique au niveau de ses habitudes numériques, mais c'est tout à fait possible. Et on va commencer ces alternatives avec le gros morceau de Google. C'est son moteur de recherche qui est utilisé par énormément de monde. Mais on peut s'en passer puisqu'il existe d'autres moteurs de recherche. Alors, quelqu'un veut commencer à en présenter un ? Je pense je vais passer en deuxième place parce que je vais montrer un autre moteur de recherche. Mais sans doute, Christophe, il connaît pas mal des moteurs de recherche alternatifs. Il y en a surtout deux qui sont utilisés par les collègues ou par moi-même en page d'accueil de mon navigateur. C'est XQuick et StartPage. On l'a déjà développé dans l'émission. C'est donc deux moteurs de recherche basés sur Google, mais qui anonymise les résultats. Ce qui veut dire que quand vous tapez une recherche dans ce moteur-là, StartPage ou XQuick, vous faites une requête à Google, mais Google ne sait pas quel est l'IP, c'est-à-dire l'identifiant qui a fait cette requête. Et donc on n'enregistre pas ce que fait Google habituellement, il enregistre tout ce que vous faites avec votre ordinateur. Tout est enregistré. Pour faire des recoupements. Tout à fait, c'est ce qui permet de lui proposer de faire des pubs, des produits intéressants, etc. Et même si on vide le cache, si on supprime l'historique du navigateur, Google a gardé une trace de votre IP et de votre recherche. Donc il peut toujours vous proposer quelque chose en relation avec. Et StartPage et XQuick interdisent l'enregistrement de l'IP lors de mots-clés. Voilà. Donc déjà là, on gagne en indépendance de recherche, on va dire, si on peut dire comme ça. Voilà. Intimidité un peu. Ouais. Voilà. Alors vas-y Dirk, toi tu voulais passer en deuxième. Voilà. Et c'est vrai que ton moteur a l'air assez intéressant. Voilà. Alors moi je vais présenter Yazi.net. Yazi, un moteur de recherche qui est hébergé soi-même. Alors ça veut dire on installe sur son ordinateur un petit logiciel et grâce à ce petit logiciel, on fait une recherche sur Internet comme on a sur Google pour rechercher des images, du texte, tout ce qu'on veut. Sauf Yazi, et c'est basé sur le réseau peer-to-peer. Alors c'est pas pour télécharger des films pirates ou quoi que ce soit. Ce réseau-là, il est relié avec d'autres ordinateurs qui sont installés Yazi. Et grâce à cette puissance qui est derrière, le moteur de recherche, il se nourrit soi-même. Mais tout le monde est anonyme dessus et personne ne voit qu'est-ce qu'il fait l'autre. Donc chacun son propre serveur. Voilà, c'est ça. Parce que finalement, tout n'est pas centralisé, tout est et on peut pas éparpillé à travers le net. Mais il faut quand même installer un logiciel sur sa machine. Voilà, c'est ça. Ça me fait penser un peu à Copernic, le métamoteur de tout début avant Google. Ouais, c'était dans la jeunesse et c'était aussi sur la base des peer-to-peer. Voilà. Et l'avantage de cette moteur de recherche, si on l'installe, on se rend compte vraiment, comme notre Internet il est un peu censuré, on voit des différentes informations sur un autre jour. Pas mal des articles apparaissent qui apparaissent pas comme chez Google ou Yahoo. On voit plus des informations ou quelquefois un peu moins parce qu'ils n'étaient pas encore référencés. Alors pour moi, ce n'est pas un remplaçant total de Google, mais si on a un sujet un peu sensible à regarder, je conseille fortement d'utiliser Yazi parce qu'on trouve pas mal des informations qui ne sont pas, on va dire, officiellement sur le net pour tout le monde. Le deuxième moteur de recherche est Seek.
Six, oui. Voilà, Seek, c'est un métamoteur qui cherche directement sur plein d'autres moteurs de recherche comme Google, Bing et Yahoo. La même chose, lui aussi, il mixe un peu les différents résultats, tout ce qu'on trouve, et il filtre directement les bons résultats sur les 3 moteurs de recherche. On a plus vite une réponse et quelquefois aussi des réponses différentes que quand on utilise un moteur de recherche unique. Voilà. Moi, j'aime bien Seek. Bon, l'interface, elle est simple, c'est comme sur Google, on n'a pas grand-chose. Yazi est exactement la même chose, mais ça donne une alternative à ne pas utiliser Google. Voilà. Alors je vois un petit peu qu'on peut aussi installer apparemment sur sa machine. Il y a une petite appli qu'on peut aussi installer. Voilà, c'est comme presque n'importe quel logiciel de recherche. Il faut installer un petit logiciel, 2-3 lignes de commandes et ça passe. Mais ça existe aussi pour Windows, Mac et Cafetière. D'accord, et c'est ça en fait qui permet de faire le relais peer-to-peer sur tous les... Alors sur Seek, je crois pas, je ne suis pas renseigné exactement sur ça, mais sur Yazi, c'est sûr, c'est peer-to-peer. D'accord, donc un petit client obligatoire, voilà. Et puis après ça va tout seul. Voilà, après ça tourne en tâche fond qui prend très peu de mémoire, moins que la Google Bar quand on l'installe. Alors, Et au niveau des résultats, tu as testé, tu avais un petit peu de différence? Moi j'ai fait le test sur un sujet assez sensible, guerre en Iran, et j'ai vu plein d'informations sur ça. Vous faites les tests, souvent c'est soit Le Monde, TF1 et compagnie chez Google en premier. Et après, sur Yazi, on voit tout de suite du sujet qui fâche un petit peu, qui a vendu les armes en Iran, qui fait telle et telle chose. Voilà, c'est beaucoup plus neutre. Et on voit tout de suite, si je fais une recherche sur Google, c'est dans la 700e page qui apparaît. Bien caché. Voilà, c'est ça. Okay. Mais bon, c'est une alternative. Ils n'ont pas le même algorithme de référencement des pages en fait. La pertinence des résultats n'est pas la même qu'on soit chez Google ou chez un autre. Chez TF1, qu'est-ce qui va se passer? C'est Google Ads qui va se mettre en route et ils vont gagner la publicité avec. Alors, hop, on achète. Là, il n'y a pas d'enjeu, pas de financier derrière. Alors automatiquement, les résultats plus pertinents, ils apparaissent. Voilà, c'est un petit peu le risque du référencement chez Google. Ça marche souvent avec à coup de gros billets et le petit site qui peut être intéressant, qui voudrait comme se faire connaître via une recherche Google. C'est un petit peu plus dur pour lui de se démarquer des autres. Donc, Et pourtant, Google a fait du ménage dans son outil de référencement, le PageRank. Il me semble récemment, il le change régulièrement, ce qui fait peur d'ailleurs aux sociétés et aux sites internet parce que leurs sites parfois peuvent tomber dans la page 2, page 3. Parce qu'ils ont mis un protocole qui s'appelle Panda en place et Panda, il a remixé tout en coût de finance. Si vous avez assez payé, vous montez. Si vous n'avez pas payé, vous descendez. Ok. Est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps rapidement, Christophe, toi qui tiens notre chronomètre? Nous sommes déjà en retard. Alors on va citer 2-3 moteurs de recherche alternatifs à Google et on fera une première pause musicale. Alors on a oublié dans les moteurs anonymes DuckDuckGo également qu'on avait déjà présenté aussi dans l'émission, qui lui-même se base sur le moteur de Google, mais on ne trouve pas les mêmes résultats sur les deux moteurs. C'est ce qui est un petit peu bizarre. Oui, mais on peut y ajouter des plugins aussi, c'est ça qui est intéressant. On peut personnaliser son moteur de recherche. Oui. D'accord, ok. En termes de personnalisation, il y a aussi Qwant qui est pas mal. Alors, lui, on prononce Qwant. Qwant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, il va faire des recherches plutôt que de faire uniquement des recherches ciblées sur le web ou sur les images ou la vidéo. Il fait une recherche globale. Donc, on va retrouver vidéo, images, web. On va retrouver également les réseaux sociaux, puis le shopping en plus. Voilà. Et on peut mettre l'interface un petit peu différemment. On a trois types d'interface de présentation. Et c'est français. Et c'est français, exactement. Oui, et c'est récent, ça a été créé en 2011 et mis en place en 2013. Ok. Ensuite, d'autres moteurs, ceux-là ils sont connus de tout le monde. On a Yahoo également, qui est un moteur de recherche. On a Bing, le moteur de Microsoft. Et également, j'hésitais à en parler, mais j'ai quand même en parlé, c'est le moteur d'Orange. Orange propose également un outil de recherche sur le web, sur sa page d'accueil. Et c'est toujours le même que Voilà? Ça doit toujours être le même que Voilà également, oui. Si vous ne cherchez pas, allez sur ce site. Voilà, exactement. Voilà, vous ne trouverez pas. Ça, c'est fait. Alors, après cette petite blagounette, nous allons faire une première...